Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 11 octobre 2024. Il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 en compagnie de Mina Abed qui nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Très bien. Mina, il veut dire quoi en fait ton prénom? De quoi? Ton prénom, il veut dire quoi? Je sais pas. Ah. Je voulais à un certain moment poser la question à une certaine personne qui travaille avec nous, qui est une spécialiste des prénoms. Des prénoms, des contes, des légendes. Des contes, des légendes, des proverbes, des citations. Exactement. Et même des prénoms. Bah, c'est pas trop tard, hein, tu pourras toujours demander pour Je pourrais toujours lui demander. Voilà. Et toi? Voilà. Ben voilà. Moi, c'est deux demandes particulières. En fait, mon prénom, il est très expressif parce que c'est vraiment, il est tiré de la langue arabe. C'est Nour al-Huda, c'est la lumière de la guidance. Voilà, tout simplement. Mais sinon, pour ton prénom, on demandera quand même à notre ami Siham Knouch. Il faudra demander à Siham. Eh bien, Siham Knouch qui revient avec nous dans notre émission Bonjour d'Algérie et qui va nous parler chaque vendredi matin, désormais, des prénoms. Eh bien tiens, on va profiter de sa présence pour lui proposer ou pour lui demander donc la signification de Mina. Alors c'est pas Amina, c'est Mina. Hein, non, c'est Yamina. Ah oui, c'est Yamina. Voilà, c'est Yamina, c'est pas Amina. Voilà, c'est Yamina. Alors tiens, on va profiter aujourd'hui de la présence de Siham Knouch. Donc comme je vous le disais, il sera parmi nous à partir d'aujourd'hui chaque vendredi pour nous parler des prénoms. Et aussi, alors tu sais très bien, c'est un mois très particulier, Mina. Oui. Octobre rose. Octobre rose. Très important. Donc c'est effectivement, alors il faut juste qu'on rappelle et qu'on salue encore une fois les efforts de tout le corps médical et paramédical pour le travail qui se fait tout au long de l'année. Hein, parce que non, c'est tout au long de l'année, c'est pas qu'un seul mois. Voilà, parce que la prise en charge se fait tout au long de l'année, effectivement. Et Octobre rose, donc ça reste quand même un mois où on fait une petite halte, un petit bilan aussi pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'il faut faire encore, et puis sensibiliser encore une fois au dépistage précoce, parce que pour l'instant, ça reste le meilleur moyen donc pour une prise en charge le plus tôt possible. Et pour sauver des vies. Pour sauver des vies, effectivement. Et aujourd'hui, nous allons en parler donc en compagnie de femmes qui, chacune d'entre elles, a participé donc à la sensibilisation à sa manière, donc que ce soit à travers un livre donc de sensibilisation, que ce soit à travers la sensibilisation ou l'accompagnement des femmes, parce que vous savez très bien qu'un malade, c'est d'abord la psychologie, n'est-ce pas? C'est le côté psychologique. On dit que 90% de la guérison, c'est dans la tête, c'est le mental. C'est le mental, et donc effectivement, là, l'accompagnement est très très important. Le mouvement associatif, encore une fois qu'on salue, fait beaucoup d'activités, d'ateliers pour accompagner ces femmes, pour les inviter à faire des activités afin qu'elles oublient un petit peu donc, la maladie, et aussi, donc, je vous le disais, chacune des femmes participe à sa manière, même des coussins, donc ce sont des gestes très simples, mais qui simplifient la vie de ces femmes. Qui peuvent soulager le quotidien des femmes. Hein. Voilà, effectivement, et justement, nous allons parler de ces différentes initiatives dans notre émission. Et bien entendu, Dr Fathi Benachnou sera parmi nous, et cette fois-ci, il va s'intéresser à une catégorie ou une tranche de la société très très importante. Il s'agit des personnes âgées. Alors, j'imagine que chaque famille, chacun d'entre nous a au moins une personne âgée dans sa famille, ou il s'est déjà occupé d'une personne âgée dans sa famille, et c'est une prise en charge un peu particulière. Hein. Il faut avoir beaucoup de patience, c'est très particulier. Beaucoup de patience, effectivement. Beaucoup d'amour aussi. Hein, voilà, alors il y a beaucoup qui se disent que les personnes âgées, il faut les prendre en charge comme des enfants, alors qu'on dit non. Parce qu'il reste quand même des gens qui ont une expérience dans la vie. Oui, mais ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants, effectivement. Ils ont beaucoup de choses à nous raconter, à nous apprendre. Tout à fait. Il faut profiter au maximum de leur présence. Exactement. Surtout. Et aussi, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle rubrique. Encore une fois, elle va se joindre à nous. Elle va nous donner les rendez-vous culturels, donc des idées, comme ça, où est-ce qu'on peut aller durant le week-end, durant la semaine. Et ce sera... Je sais pas. Je sais pas, on va la découvrir. On va la découvrir, tiens. Voilà. Alors, elle s'appelle Mina Abed, pendant que nous y sommes, et elle sera parmi nous. Alors, ce sera juste après la météo. Voilà. On va essayer de t'exploiter au maximum. Hein, ah, bah dis donc. Toi qui as toutes les informations concernant les rendez-vous culturels. Oui, mais bon,
bah, autant Faut les pas trop partager. m'exploiter aussi. Voilà, autant les partager. Bon, on sait que tu n'es pas généreuse avec ton café, mais au Ah moins non, avec non, les non, dates. ça au moins on le sait, Voilà. tout le monde le sait. Mais donc, au c'est pas- moins, avec, comme ça, nos Non, non, téléspectateurs pour ça, il n'y a pas de pourront souci. avoir un bon programme. N'est-ce pas, Mina? Exactement. Voilà. Alors, mais c'est ça, ce sera juste après la météo. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, les nouvelles du ciel, bah, une carte plutôt ensoleillée pour aujourd'hui, mais on aura quand même un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, on disait une carte plutôt ensoleillée, Mina. Oui, 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 plutôt ensoleillé. Bon, Cela dit, on rappelle que cette semaine, nous avons eu 2 journées très très pluvieuses. Tu te rappelles cette semaine? Et que les mots nous l'avaient annoncé. Nous l'avait annoncé, il nous avait parlé du lundi. Voilà, il nous avait dit que ce sera à partir de l'autre semaine. Ce sera à et partir de Clément, l'autre encore une fois, semaine. a eu raison. Il a eu raison. Bah, Voilà. La prochaine fois, il faudra l'inviter sur le plateau pour nous faire le bulletin météo. Voilà, je pense qu'on va, on va changer un petit peu les On va les rôles. changer. Je vais aller à la Ah, régie. non, 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 là, tu restes pour tes rendez-vous culturels et c'est Clément qui viendra nous faire les nouvelles pas du ciel. Pourquoi pas? Alors, en attendant que Clément nous rejoigne, donc quelles sont les nouvelles aujourd'hui du ciel? Eh bien, on découvre tout de suite à travers cette carte alternance d'éclaircies sur quelques passages nuageux sur l'ensemble des régions nord. Donc, un temps plutôt agréable pour cette journée. Beaucoup de soleil sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central. On notera quelques gouttes de pluie vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, le Gard et le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 28 degrés à Tlemcen, Guelma, 29 à Batna, 27 degrés du côté de Adnaba, ainsi qu'à Alger, Tizi Ouzou, Oran, 35 à Ardaya, 33 degrés à Béchar, 37 à Tindouf, et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer peu agitée, un calme peu agité sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Europe, l'Amérique du Nord, pardon, bien pour cette journée, un ciel plutôt voilé à Mexico, Dallas, Montréal et Vancouver. Côté température, eh bien, on notera 27 degrés en Californie, 33 degrés à Dallas, 15 à Vancouver, 16 à Montréal et enfin 22 degrés à Mexico. Encore une fois, très bonne matinée et à tout de suite. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc on note des températures plutôt élevées pour 27, 29 degrés à l'ombre, donc ça peut atteindre les 30, 31 degrés. Voilà, donc comparé aux températures de la semaine, Exactement. une petite hausse. Une petite hausse, voilà. pas grand-chose, 2 degrés, mais voilà. Voilà, donc il va faire beau. Il va faire plutôt beau. Oui, pour Alors il va faire beau, donc du coup on pourra avoir beaucoup de rendez-vous et on pourra profiter du week-end finalement. Oui, pour se balader, ou voilà, quelques expositions. Il y a de quoi faire. Il y a quoi faire. Il y a quoi faire. En plus, il va faire beau, donc le temps va être à nos côtés, j'ai envie de dire, ce week-end, n'est-ce pas? Alors, tu vas nous donner quelques petits rendez-vous pour la semaine. Voilà, mais ça te dit d'écouter une petite chanson? Avec plaisir, toujours. Ben voilà, ce sera en compagnie du groupe Zahir. Je vous laisse... Ah non, alors pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite. Mais c'est dommage. Bah, j'aurais aimé écouter... C'est pas grave, on l'écoutera ensemble juste après. Voilà. On l'écoutera ensemble juste après. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, Mina? Où est-ce qu'on peut y aller? Alors, cette semaine est dédiée pour les amateurs d'art et d'exposition. Donc, si vous aimez l'art, les peintures, les expositions, donc vous serez servis pour cette semaine. On commence avec une exposition collective Éclat des deux rives. Donc, c'est une exposition collective qui va débuter le 12, donc demain. Voilà, et ça va se poursuivre jusqu'au 2 novembre du côté de la Fondation Asla avec 3 artistes. Donc Nariman Cherfaoui, je pense que tu... Je la connais, oui, voilà. Effectivement, c'est une grande amie à Bonjour d'Algérie. Exactement. Une grande amie au Bonjour d'Algérie, tout à fait. Donc Nariman Cherfaoui, donc Annie Mohamed Oussaïd et
Merzaq Hannou. Donc ça sera du côté de la fondation Asla. Donc ça va débuter à partir de demain. Ouais, un espace effectivement qui encourage beaucoup la création. Il y a énormément d'activités au niveau de cet espace justement. Beaucoup d'expositions, beaucoup d'activités. Alors même quand il n'y a pas d'activité, on peut même en créer une en faisant juste un petit collectif autour d'un bon café, d'un bon thé. Et puis il y a plein d'idées qui jaillissent comme ça. Un espace dédié à la culture principalement. Voilà. Effectivement. Donc on continue, nous avec un autre vernissage, cette fois-ci, ça va se passer au niveau du palais de la culture du côté de Tlemcen. Donc si vous êtes à Tlemcen ou même à Oran ou à côté, donc allez-y, une très très belle exposition de l'artiste Morad Belmeki. Donc ça a déjà commencé, ça va se poursuivre jusqu'au 22 octobre. Donc, on a le temps pour ça. Donc, on a une dizaine de jours. On a une dizaine de jours avant la fin pour pouvoir effectivement pour pouvoir y aller. Hein. Donc, si vous êtes du côté de Tlemcen, si vous êtes à l'ouest du pays, donc allez-y, ça sera une très très belle exposition. On continue avec une autre exposition. Terre et lumière. Donc rien que l'intitulé donne envie. Donne envie, effectivement. Donne envie. Très philosophique. Comme, oui. Bah, moi, personnellement, je suis très curieuse de voir cette exposition. Ouais. Donc Terre et lumière, donc une exposition de l'artiste Nadia Chirac. Donc ça va se passer à la galerie. Alors Nadia Chirac aussi, c'est une grande amie à Bonjour d'Algérie, des toiles très très colorées, beaucoup d'optimisme. Voilà. Donc très curieuse de voir ces nouvelles peintures, donc Terre et lumière de Nadia Chirac. Donc ça va se passer au niveau de la galerie Azouart. Donc c'est en ce moment, allez-y. Et ça va se poursuivre jusqu'au 24 octobre. Donc voilà, et encore une autre exposition qui se déroule en ce moment. Donc c'est l'exposition Trésor de la peinture algérienne avec énormément d'artistes, beaucoup d'artistes, donc beaucoup de peintures algériennes. Donc ça se poursuit du côté de la galerie Gessoum, donc jusqu'au 24 octobre. Donc énormément d'expositions pour cette semaine, donc une semaine dédiée aux passionnés de peinture et d'exposition. Voilà, alors vient de me souffler un autre rendez-vous qui va se dérouler demain 12. Ça va se passer au niveau du palais, du musée du Bardo. Je ne sais pas si tu te rappelles, vendredi dernier, nous avons reçu un collectif d'étudiants. Oui. On les reçoit très souvent, les collectifs d'étudiants. Et cette fois-ci, ce sont des étudiants qui se sont intéressés, si tu te rappelles, Mina, à une activité très particulière. C'était d'encourager les jeunes à l'écriture cette fois-ci. C'était l'événement Cap Plume. Donc, alors on leur donne une dizaine de mots qui n'ont rien à voir avec la thématique et avec la créativité du participant. Il doit utiliser le maximum de ces mots dans un texte d'environ 500 mots. Ah oui. Voilà, un grand challenge, effectivement. Challenge, et donc, ils ont donné du temps à ces jeunes, donc à tous les participants qui voulaient participer à cet événement. Donc, ce sont les étudiants CAP, donc c'était le club des activités polyvalentes. Et la finale va se dérouler demain, donc 12 au niveau du musée du Bardo. Voilà. Donc bon courage aux participants. Alors, on va voir la créativité. Non, mais on leur dit déjà bravo d'avance. Effectivement. Parce il faut avoir énormément d'imagination, énormément surtout quand on te donne comme ça des mots qui n'ont rien à voir avec la thématique et qu'à un moment donné, il faut les valoriser dans 500 mots seulement. Ouais. Voilà. Franchement, bravo. Très bien. Merci beaucoup, Mina, pour tous ces bons plans. Avec plaisir. Voilà, sur donc, un week-end plutôt riche. Oui, riche en événements culturels particuliers. Un mois d'octobre assez riche en exposition, en peinture. Voilà. En attendant le mois de novembre, pour une activité, je pense, qui va plaire à une personne que tu connais, non? Énormément, même. Là, tu ne me donnes pas beaucoup d'indices, par contre. Ah, bah écoute. Tu me donnes ou l'activité ou la personne. L'activité, ça sera les jeux vidéo. Oui, voilà. Oui. Là, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. Voilà. Alors, on va pas en dire plus. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus. On attendra que l'événement approche. Merci beaucoup, Mina. Merci, Mina. Donc, on se retrouve quand même après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour plus de détails sur les nouvelles du ciel d'aujourd'hui. Et puis demain, à partir de 8h, pour Bonjour d'Algérie. Et à 9h30. Et à 9h30, comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la santé mentale. Mais d'un autre côté, finalement, pas forcément la prise en charge, mais quel est l'impact de notre alimentation sur la santé mentale? Et c'est Yasmine Chouer qui s'est intéressée à cette question dans ce reportage.
Ces dernières années, la science a révélé un lien fascinant entre nos intestins et notre cerveau, un lien appelé l'axe intestin-cerveau. Ce système complexe de communication entre ces deux organes influence directement notre humeur, notre gestion du stress et même notre risque de développer des troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. L'intestin contient plus de 100 millions de neurones, formant un véritable deuxième cerveau. Mais ce n'est pas tout. Notre intestin est peuplé par des milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ces bactéries jouent un rôle essentiel dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, deux molécules clés pour la régulation de l'humeur et des émotions. Des études scientifiques récentes publiées dans le Nature Review Neuroscience et menées par l'Université de Californie ont montré que la santé du microbiote peut influencer directement notre bien-être mental. Les personnes ayant un déséquilibre de leurs bactéries intestinales, appelées dysbioses, sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété. À l'inverse, un microbiote équilibré aide à réduire les symptômes de stress et à améliorer l'humeur. Mais comment pouvons-nous préserver cet équilibre ? La réponse se trouve dans notre alimentation. Les probiotiques présents dans des aliments fermentés comme le yaourt ou les légumes fermentés sont essentiels pour nourrir et diversifier ces bonnes bactéries. Une étude de l'Université de Cork en Irlande a même démontré que la consommation régulière de probiotiques peut réduire les symptômes de dépression légère à modérée. De plus, les fibres prébiotiques contenues dans les fruits, les légumes et céréales complètes favorisent également la croissance des bactéries bénéfiques. Un régime riche en fibres aide à renforcer la barrière intestinale, limitant ainsi l'inflammation systémique, un autre facteur souvent associé aux troubles mentaux. Le lien entre intestin et cerveau va encore plus loin. Des chercheurs ont découvert que les bactéries intestinales produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui ont des effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi un microbiote sain aide à réduire les symptômes des maladies mentales telles que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. En conclusion, prendre soin de notre microbiote est une stratégie de plus en plus reconnue pour améliorer notre santé mentale. En adoptant une alimentation riche en probiotiques et en fibres, nous pouvons non seulement nourrir notre corps, mais aussi renforcer notre résilience face au stress et aux troubles de l'humeur. La santé mentale commence donc peut-être dans nos assiettes, là où des milliards de micro-organismes veillent silencieusement sur notre bien-être. Et voilà, de retour sur le plateau. Et donc, c'était un reportage de Yasmine Chouir qui s'est intéressée sur l'impact de l'alimentation sur notre santé mentale. Et cette fois-ci, nous allons rester toujours dossier santé et nous allons nous intéresser aux personnes âgées. Ça va se faire en compagnie, comme chaque vendredi, du docteur Fethi Ben Achnou. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Sabah al-anwar. Comment ça va, docteur? Ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, un petit peu chargé. C'était une semaine un peu, plutôt agréable. Hein? Donc, non, c'était agréable. Les températures étaient agréables, on a eu de la pluie. Donc, même les choses quotidiennes étaient fluides, étaient agréables. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alhamdulillah, pourvu que ça dure. Alors aujourd'hui, docteur, vous vous intéressez aux personnes âgées, une catégorie très très importante quand même de la société. Extrêmement importante, mais qui, à mon avis, qui a été mal présentée. Parce qu'il y a une semaine, c'était une journée consacrée à la journée internationale, effectivement, pour la 1er octobre. Pour la gériatrie. Premièrement, au niveau du nom, qui est un nom, moi je suis réticent. Bon, moi je suis rien du tout, ça c'est mon avis en tant que simple médecin. Mais on a mal présenté ce que c'est que la personne âgée. Premièrement, personne âgée, ce n'est pas une insulte. Tout le monde sera âgé. D'ailleurs, on dit que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour vivre longtemps. Longtemps. N'est-ce pas? Oui. En plus, on présente comme une grande victoire, ce qui est vrai, dans la prise en charge médicale, sanitaire d'une personne, la prolongation de l'âge de vie, différence de vie qui est très importante. Mais on a oublié que l'être humain, depuis sa naissance, depuis qu'il est fœtus dans le ventre de la maman, subit des variations et a ses propres caractéristiques. Et là, je parle au point de vue
physiologique, au point de vue anatomique, au point de vue corps humain. Il passe par des étapes. Et la dernière étape, parce que l'âge, on a l'âge extrême de la vie, en médecine on passe les deux bords extrêmes, c'est-à-dire quand on est bébé, et l'âge extrême c'est quand on prend de l'âge. Et tout est programmé, il ne faut pas avoir peur de ça, de la mort pour l'être humain. Et vous avez vu, c'est comme cette série, cette bande enregistrée va s'autodétruire. C'est comme ça, c'est une excellente création d'Allah, mais elle est amenée à être détruite. Et chaque étape a ses propres caractéristiques. La vieillesse, il ne faut pas avoir peur ou avoir... la vieillesse, c'est l'âge extrême de la vie, qui est caractérisé par des données physiologiques. On ne voit plus bien, on n'entend plus bien, nos capacités physiques et intellectuelles et mentales diminuent. Sauf quelques rares exceptions, on voit ça sur les réseaux sociaux, le plus vieux âgé de 100 ans, de 101 ans, de 100... Même plus parfois. Même plus, mais ça c'est exceptionnel. Alors, la vieillesse, la personne âgée, comme on entend dire nos aînés, là c'est jouer un petit peu avec la réalité de la chose. On perd certaines facultés, surtout les facultés d'adaptation à notre environnement. Et il y a une chose qui est aussi importante, c'est le fait qu'on devient trop fragile, physiquement, mais surtout mentalement. Et émotionnellement aussi. Et surtout émotionnellement, on retombe, d'ailleurs très souvent on dit, on retombe en enfance. On devient très réactif à certaines situations. Et le plus grave, ce qui menace la personne âgée, c'est ce qu'on appelle la DTS, la désorientation temporo-spatiale. J'ai vu des gens proposer la construction d'hôpitaux de gériatrie. Mais c'est affreux. Ce qui est fait maintenant, ce qu'on propose maintenant à travers le monde, et on doit bénéficier de l'expérience des autres pays, c'est le fait de les regrouper dans un hôpital ou dans les maisons de retraite. Et on se souvient de la pandémie du Covid, les plus grands nombres de décès ont eu lieu dans ce qu'on appelle les EHPAD, pas ici en France, parce que ce sont des maisons de retraite qui sont de luxe, c'est une niche pour se faire de l'argent. C'est une niche pratiquement, et tout le monde s'est lancé. On appelle ça les roses blanches ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais la personne en elle-même, la personne âgée qui est placée par ses parents, par sa famille, se sent très très mal à l'aise. Et ça c'est important. La technique maintenant pour la prison, on ne doit pas faire bouger la personne âgée de son environnement. Pourquoi? Parce qu'elle a ses repères. Et quand on prend de l'âge, on se perd un peu dans l'espace. Vous m'avez parlé d'agoraphobie, tout ça. Et là, c'est important pour une personne âgée. C'est qu'elle perd ses repères. Elle n'a plus les moyens de s'adapter, de dormir par-ci, par-là. Et elle a ses repères. Les repères pour aller aux toilettes, les repères pour aller à la salle de bain. Et maintenant, le fait de les mettre dans les hôpitaux, ça crée un désarroi total de la personne âgée. Et il faut recommander ce qu'on appelle les aidants. Les aidants, on parle de ce terme-là d'une façon désordonnée. Et qui veut dire? Les aidants, c'est une personne... Ah, les auxiliaires. Les auxiliaires. Attention, les aidants, c'est une personne de la famille, parce qu'on reproche entre les frères et les sœurs que tout le travail repose sur l'un d'entre eux. Un autre. Là, les aidants, c'est une personne se charge, on lui paye un salaire, c'est-à-dire qu'elle a un travail à faire et elle reste proche de là. Au lieu de ramener une personne étrangère qui vient une fois ou deux fois, non, c'est le changement. Et la construction d'hôpitaux de gériatrie est quelque chose d'absurde, dans le sens où c'est un être humain.
qui peut avoir des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène à l'hôpital. Vers un spécialiste. On le soigne. Alors justement, docteur, là, ce que vous dites, c'est très, très important parce que là, effectivement, il y a un grand débat par rapport au développement de la spécialité gériatrie et par rapport justement à la construction des hôpitaux pour spécifique donc gériatrie. Et l'argument, c'est qu'une personne âgée, donc quand elle arrive à un certain âge, elle cumule beaucoup de maladies en même temps et qu'elle va nécessiter une prise en charge spécifique. C'est, enfin, je dis ce qui se relaie donc dans le milieu médical. Donc on dit que la gériatrie doit vraiment être développée, tout comme la pédiatrie, parce que la spécificité du malade ou du patient n'est pas la même. Oui, et j'ai commencé ma chronique par le fait de dire que la prolongation de l'âge de vie entraîne des maladies spécifiquement. Mais le problème, ce n'est pas d'augmenter, d'aggraver ces problèmes-là, surtout les DTS, la désorientation temporospinale, que subit la personne âgée quand elle change de milieu. La tendance actuelle, la tendance, ce n'est pas de la mode, c'est des études qui montrent qu'il faut garder la personne âgée dans son milieu et de lui adjoindre... Donc, si je comprends bien, docteur, on développe la gériatrie, mais on n'ampute pas finalement le patient de son milieu. Voilà. Donc, on ramène les soins vers le malade. Ce n'est pas le malade qui va aller vers l'hôpital parce qu'on va aggraver sa situation. Voilà. Et donc, à chaque fois, on parle justement de la prise en charge psychologique. Et donc là, on risque d'atteindre finalement l'équilibre psychologique. On arrive à l'inverse. Et des gens, c'est là où ils se suicident. C'est là où, et je connais, où on a vu des personnes âgées qui ont été mises dans des cliniques et qui se baladaient comme ça, perdues dans les couloirs, et surtout les hôpitaux. Ça va être une concentration. Et là, il faudrait ne pas se lancer rapidement dans ces constructions d'hôpitaux, mais réfléchir à l'inverse, c'est de ramener l'hôpital, de ramener les soins vers le patient. Alors, je patient. remercie Amal Almi qui vient de me faire rappeler un épisode qui montre que, justement, c'est quelque chose de faisable. Durant le Covid, si vous vous rappelez, docteur, justement, les médecins se déplaçaient vers les malades. Il y a eu même, je me rappelle, une très, très belle initiative de la part de la société civile, cette fois-ci, qui a emmené les médicaments, par exemple, pour les malades chroniques, et en les la formule. Donc, c'est faisable. C'est vrai que, alhamdoulilah, on a dépassé cet épisode de Covid. Mais c'est une expérience et c'est une leçon. Et ce qui est important, c'est que les soins à domicile, c'est une des caractéristiques progressistes, c'est-à-dire de progrès du système national algérien. Et au début, le système national de santé, à travers le ministère de la Santé et les unités de santé qui existent dans tout le pays, c'était eux qui devaient aller. Maintenant, on voit des sociétés privées on voit des voitures dans la circulation, soins à domicile, mais on oublie de dire qu'on doit payer. Mais quand on est âgé, on a une petite pension, tout ça. Si c'est pour faire une injection intramusculaire, il faudra payer de l'argent, ça va gréver les revenus de cette famille ou de cette personne âgée. Et si elle a des problèmes, qui sont sérieux, comme nous pouvons tous les avoir, un problème cardiaque d'urgence. Là, on les transfère à l'hôpital, on les soigne et ils reviennent dans leur domicile, dans leur toujours lieu. Dans leur milieu. Parce que le plus grave, j'ai remarqué ça chez les personnes âgées, je répète ceci, c'est les DTS, désorientation temporospatiale. Ça va les aggraver leur situation parce qu'on les a changé d'environnement. Alors, il y a de belles initiatives qui se font en ce moment. C'est vrai qu'elles ne se sont pas encore généralisées sur tout le territoire, mais il y a toujours un début à tout, docteur. Bien sûr. Il y a encore une fois les associations qu'on salue qui ont investi justement dans la formation des aidants, comme vous le dites si bien, ou des auxiliaires, parce qu'on part du principe que la prise en charge d'une personne âgée, c'est une prise en charge particulière. Donc il faut avoir des réflexes spécifiques qui s'adaptent à cette personne. Entièrement d'accord. Moi, ce qui me fait peur, et par expérience, c'est que certains vont voir une niche financière, une niche d'activité financière, mais qui peut porter préjudice à la personne qui a des revenus très, très, très bas. Et je crois que nous possédons un système de santé, un système de sécurité sociale. Il faudrait réfléchir dans ce cadre-là.
Donc, faire le travail probablement en collaboration avec la sécurité sociale. Bien sûr, c'est ce qu'il faut, cette réflexion. Au lieu de... pourquoi j'ai dit j'entends répéter des hôpitaux, de gériatrie, tout ça, alors ça va entraîner des projets, des programmes, tous ces éléments-là. Je crois que tout cet argent-là, on devrait l'investir dans une réflexion où on associe la sécurité sociale, les associations, en étant, et ça c'est très important, de mettre le paquet sur la formation pour s'occuper de savoir ce que c'est qu'une personne âgée. Voilà. C'est une personne qui ne va pas retenir ses urines, qui ne va pas retenir comment la nettoyer, et tous ces éléments-là, c'est des trucs palpables. Et puis prendre un peu aussi le côté émotif à côté émotionnel, parce que ça reste quand même des personnes qui sont très touchées déjà de par leur situation, ils ont du mal à admettre, et donc tout ça à prendre en considération. Et surtout, ne pas mettre out les proches, les filles de cette personne, le garçon et tous ces éléments. Je crois que c'est, et on est des musulmans, c'est très important de s'occuper de ses parents. C'est pas de signer un chèque au à la rêve. Voilà. Donc finalement, l'auxiliaire ou l'aidant, c'est vraiment pour accompagner. L'aidant, c'est surtout un membre de la famille que l'on forme, comme les pratiques à l'étranger. Voilà. Il y a tous ces éléments-là. Attention, la gériatrie, et c'est pour ça que moi, ça m'a perturbé d'écouter certaines interventions. D'où la rubrique d'aujourd'hui. D'où la rubrique d'aujourd'hui. Non, mais c'est important, c'est important. Il faut voir quelqu'un. Je suis dans un centre de soins, de cure, tout ça, et on voit régulièrement, surtout j'ai vu des femmes qui viennent en cure et qui sont un petit peu, 2-3 jours après, sont complètement perturbées. Les parents viennent, déposent et ils s'en vont, et on les trouve errants, ne sachant pas où se trouvent, des choses, où sont les toilettes. Il y a des gens qui sont étrangers. Ça impacte, comme vous l'avez dit, le côté émotionnel de la personne. Effectivement, à prendre vraiment en considération. En tout cas, merci beaucoup. Docteur, alors aujourd'hui, c'est une rubrique qui est lancée à l'entourage du patient. Voilà. Beaucoup plus, de la personne âgée. Et ne pas se presser à construire des hôpitaux de gériatrie. Freinons un petit peu, réfléchissons. Il y a d'autres façons, il y a d'autres stratégies finalement de prendre en charge la personne âgée. En tout cas, merci beaucoup, docteur. De rien, au contraire. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, sans problème. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite une très belle semaine. On continue cette fois-ci. L'ami Aboud-Bouda s'intéresse à un petit voyage sous-marin à travers la 2e édition des rencontres internationales des images sous-marines. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Venez plonger au cœur des profondeurs de la Méditerranée à travers des photographies sous-marines qui révèlent une biodiversité à couper le souffle. Plongeurs, photographes nous font découvrir des bancs de poissons colorés, d'élégantes méduses ou des herbiers sous-marins. On était allé à Rochegoun avec Islam Ben Tahar dans le cadre d'une mission biodivale. C'est une université d'été de l'ESMAL et on a profité donc durant ces plongées pour prendre ces 2 photographies qui sont assez particulières. Donc il s'agit de la limace de mer et d'une algue dite parasol. Et on voulait montrer, c'est tellement beau le bhar, la mer, c'est-à-dire que c'est pour encourager les gens à faire attention. Attention à ne pas polluer, attention à ne pas la détruire. Et c'est un peu le but de cette exposition. Les peu que j'ai vus, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça, en fait, ça m'a surpris, voir qu'il y avait une exposition dans un palais comme ça. Et c'est vraiment, je trouve que c'est l'endroit magnifique. C'est l'endroit parfait pour faire une exposition de ces genres. Cette 2e édition des rencontres internationales de l'image sous-marine d'Alger a réuni scientifiques, écologistes et chercheurs pour discuter autour de la beauté fragile et précieuse de ces écosystèmes uniques. On a décrit, on a dédié surtout pour le monde sous-marin. Donc l'objectif, c'est en gros sensibiliser le grand public, faire découvrir le milieu marin à ce public-là, mais aussi faire découvrir que l'Algérie a un grand potentiel, disons, biologique sous-marin. Donc pour cette 2e édition, on a organisé des conférences thématiques sur différents thèmes qui sont, soit hier on avait eu Amin Kabran qui nous a parlé des algues, on a eu encore une conférence sur les microplastiques, voilà, tout fait. Et puis
puis après, mon ami Mehdi Hamani qui a présenté aussi une conférence sur l'archéologie. Ça, c'est que pour les journées d'hier et d'avant-hier, mais aujourd'hui encore, on a des conférences qui vont être dédiées spécialement pour le documentaire sous-marin, et on aura Nazim Ben Salah, un archéologue du CNRA, qui va nous présenter une conférence sur l'archéologie sous-marine algérienne. Une sélection appréciable de films documentaires sous-marins a été proposée au public. En tant que passionné de documentaires, ça va de soi. Ici, on a chauffé un film qui s'appelle Planète Méditerranée, qui traite de plongeurs qui descendent à des profondeurs immenses pour photographier, pour découvrir, pour nous montrer ce qui se passe dans cette profondeur. Et c'est très captivant, c'est incroyable comme film. Ciné-enfants, ateliers de dessin ou éducation environnementale sont au programme afin de sensibiliser les enfants autour de la Grande Bleue. Elle m'a appris qu'il ne faut pas jeter les déchets dans la mer. Parce que si on jette les déchets à la mer, ça va bloquer les poissons. À travers des ateliers où on a invité les enfants à activer leur créativité et à aller chercher dans leurs souvenirs tout ce qui leur plaît dans l'univers marin, on a essayé de passer le message à travers un message à travers le moyen pédagogique de la peinture, un message pour la préservation de l'environnement d'une façon générale et de l'univers marin spécifiquement. RISMA, une véritable ode à la biodiversité marine méditerranéenne, tout en sensibilisant à la fragilité de ces écosystèmes qui sont à protéger absolument. Et voilà, c'est donc la deuxième édition des rencontres internationales des images sous-marines. Et sans plus tarder, notre ami Siham que nous rejoint. Siham, quel plaisir. Bonjour, marhaba. Marhaba bik. Eh ben, c'est avec vous, cher ami Houda, que je vais commencer cette saison. Et avec vous, cher ami téléspectateurs, j'espère que ça va vous plaire. Hein, quand même. Alors là, combien de prénoms vous a proposé depuis tout à l'heure? On va dire une dizaine, une quinzaine. Voilà. Allez, ça Alors, va. avant de parler de prénoms, Siham, je voudrais bien vous faire réagir par rapport aux belles images sous-marines que nous avons vues il y a quelques instants. Apparemment, c'est un peu votre quotidien. C'est un peu mon quotidien, certes, parce que j'ai une sœur qui est moniteur de plongée sous-marin. Elle est océanographe. Et elle est aussi moniteur de plongée sous-marine et elle fait des recherches. Paradoxalement, Siham n'a jamais fait de plongée sous-marine. Je nage très très bien, j'ai fait de la natation. Voilà. Par contre, plongée, non. Je sais pas, je sais pas. Moi, je préfère la piscine, le calage. Ouais. La pose des données et tout, c'est pas trop mon truc. Calage. Allez, on a trouvé son environnement, c'est bon, on a trouvé son environnement. Peut-être un jour, un déclic, on ne peut pas savoir. Oui, bon, à mon âge, peut-être, je sais pas. Pourquoi ça se fait à tout âge? Oui, je sais, mais allez, bon. On ne peut pas savoir. Je préfère revenir sur les prénoms. Sur les prénoms, voilà. On va mieux nager, hein, finalement. Voilà, on va mieux se baigner dans les prénoms. Alors, on va passer toute une saison à parler des différents prénoms. Des prénoms qu'on entend beaucoup parler, d'autres qui ont peut-être disparu, d'autres en voie de disparition. Justement, nous sommes ici pour essayer de faire revivre une certaine tradition qui est les prénoms algériens qui sont en train de reculer. Ça me fait très mal au cœur. Et qui sont très beaux, très poétiques. N'est-ce pas? Et ils ont aussi une signification qui est bien présente et qui est là mais qu'on ne voit pas. Derrière chaque prénom existe une histoire. Laquelle? Pourquoi le prénom existe? Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte à la personne? Je pense que c'est un sujet et c'est un domaine très vaste. C'est un livre ouvert sur la société d'antan et celle d'aujourd'hui, et on va voir ce qui s'est passé en fait. Pourquoi il n'y a plus ces beaux prénoms de nos grands-parents? C'est pas parce qu'ils sont ringards, c'est pas parce qu'ils sont tombés dans la désuétude, et s'ils sont oubliés, c'est parce que c'est nous-mêmes qui les ont fait oublier. Voilà. Et puis nous vivons dans un environnement de pleine mondialisation, il faut dire, où il y a un brassage de cultures. D'accord. Est-ce que c'est une raison pour oublier certaines identités? Normalement, un grand patrimoine? Normalement, non. Donc, à nous d'essayer de garder finalement, ce qu'on chacun peut d'entre nous a une part de responsabilité. Exactement, tout à fait, exactement. Je suis d'accord avec vous. Je suis très très contente de faire cette rubrique en votre compagnie. Au moins, j'aurais participé d'une manière ou d'une autre. Exactement. Voilà, nous sommes là pour ça. Alors, bien entendu, je sais que vous venez le matin avec une proposition de prénom, mais aujourd'hui, j'ai promis
de vous poser la question par rapport à un Il n'y prénom a pas de souci de notre amie Mina Abed. Alors ce matin, en commençant l'émission, je lui avais posé la question, j'ai dit Mina, ton prénom, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit, franchement, à chaque fois que j'ai envie de demander à Sirem, je ne la vois pas. On ne s'en compte pas trop. On ne se rencontre pas trop, on n'a pas les mêmes horaires de travail, Tout à fait, effectivement. tout à fait. Alors là... Alors, Mina, juste au comme fait, ça. C'est pas Mina, mais c'est Yamina. Ok. Alors nous, avec le quotidien, on l'appelle Yamina. Et son On vrai a tendance prénom, c'est à Yamina. enlever la première syllabe. Voilà. Alors, Yamina, en fait, il y a deux explications possibles. Cela dit, c'est un très vieux prénom qui est très répandu donc, chez nous, qui est chanté, qui est bien dans la poésie, il est ancré. Tout le monde a chanté dans l'ancien temps, ou la nouvelle génération a chanté Yamina. Hakim Salhi, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est un prénom qui est bien de chez nous. Et maintenant, pourquoi Yamina? Alors, il y a deux significations possibles. Il y a une signification qui dit que le Y ou l'Ia est une lettre origine du prénom. C'est-à-dire que ça vient de l'Yumna. L'Yum, c'est comme lié de l'Yumna, d'accord? Et l'Yumna, c'est une... j'ai envie de dire que c'est quelque chose de bien. C'est tabarruk. Vous voyez, c'est quelque chose, j'ai envie de dire un optimisme, quelque chose qui vient nous donner espoir. Donc, c'est quelque chose qui est là pour nous booster. Donc, ça vient de l'yumn ou al-baraka. Donc, c'est l'opulence, la gratitude, quelque chose, tout ce qui est bien, etc. Il y a l'yumn yamina. Donc, elle fait partie de ce côté-là, tabarruk. Ce côté-là, la bienveillance et l'opulence. Maintenant, il y a d'autres explications qui disent que Yamina peut être Amina, mais avec un Ya Nida au début. Donc, appellation. Donc, c'est Ya Amina. Ah, d'accord. Ya Amina, donc il y a Nida, n'est-ce pas, l'appellation. Donc, il y a une certaine appellation ou une injonction, si vous voulez, faites ceci, faites ceci. Donc, Ya Amina, après, le A devient très lourd. Vous savez, nous sommes algériens et l'Algérien a tendance à oublier cette Hamza qui est lourde, même dans le dialecte, l'ancien dialecte andalou, on ne prononçait pas l'Alif, ou même dans l'ancien dialecte d'Arabie de la tribu de Quraysh, dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est issu, on ne prononçait pas le Alif. On ne dit pas, par exemple, Be'run, on disait Birun. Donc, Ya Amina ou Ya Amina, ça devient Yamina. D'accord. Ok. Donc c'est une appellation. Donc, à l'origine, c'est Ya Amina qui devient Yamina, ensuite Mina. Vous choisissez, exactement. Ou bien c'est une Ya Amina qui devient Yamina, ensuite Mina, comme vous le dites, ou bien c'est Yamina par rapport à l'Yumna. Parce que le prénom masculin existe aussi. Il y a l'Yamin. L'Yamin, oui, effectivement. Vous voyez, il y a l'Yamin qui est aussi le côté droit. Vous savez, nous avons dans cet esprit religieux, et nous ont bercés dans cette ce que je disais, donc c'est quelque chose avec quoi on s'approche d'une certaine maturité, d'une certaine gratitude et d'une certaine politesse, si on veut. Donc l'Yamin vient aussi de l'Yumn, l'Yumnu al-Barakat, n'est-ce pas? Et l'Yamin, à côté, en face à lui, il y a aussi Yamina. Donc, ce sont deux tranches. Alors, moi, ce que je préfère, vous allez me dire, est-ce que vous pensez que c'est Ya Amina ou c'est l'Yumn, donc Yamina de l'Yumn? Moi, je pense que c'est plutôt de l'Yumna, d'accord? Parce qu'on aime bien. Yamina que... Voilà, c'est plus Yamina, donc ça vient de la droiture, ça vient du côté droit, à l'èche. Parce que le prénom masculin existe aussi. S'il n'y avait pas l'Yamin, que tu peux dire, bon, Ya Amina. D'accord. Voilà. Mais comme il y a l'Yamin, ça explique aussi qu'il peut avoir Yamina aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un prénom ancien, riche, bien présent de chez nous. Très lourd en sens. C'est très lourd en sens. Il y a le côté mystique, il y a le côté poétique, il y a le côté richesse, il y a le côté sociable, il est ouvert. Alors, il est rare qu'une Yamina soit introvertie. Oui, je suis d'accord. Je confirme, effectivement, notre Yamina est une fille, est une femme, effectivement, et qui évolue très bien. Effectivement. Tout à fait. Alors, une question peut-être qui n'a pas forcément à voir avec l'origine des noms, mais justement, l'impact du prénom sur la personnalité, finalement, de la personne qui le porte. Donc, parce qu'aujourd'hui, on le dit souvent, hein, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, qui porte bien son nom, on lui dit Ismaïla Moussamma, n'est-ce pas? Donc, finalement, il y a cette
ce sentiment d'appartenance à son prénom Mais c'est normal. et de vouloir réellement ressembler à son prénom. Et honorer on son le prénom. porte comme une deuxième peau, le prénom. En fait, on ne sort pas, on n'essaye pas de se faire double de son prénom, c'est-à-dire qu'on vit avec. Mais attention à l'impact de la société aussi. Les écoles, les maternelles, les voisins, le voisinage, une façon de déformer le prénom. Tout ça joue un rôle aussi. Il y a certains enfants qui détestent leur prénom. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait détester leur prénom, tout simplement. C'est pas Louis humain qui va détester une appellation ou quelques syllabes, d'accord? Donc nous avons quelques syllabes qui font un sens ou qui font un prénom. Un enfant de 5 ans n'est pas forcément un linguiste ou n'est pas forcément intelligent assez pour comprendre la signification et la profondeur de son prénom. Mais vous avez, par exemple, une institutrice dans une maternelle qui va lui dire « Ah, asmek meshishbab ». Moi, j'ai vu ça. Dire à un enfant que Asmek Meshishbab, elle a noulé comme ça. Et je trouve ça franchement affreux. Voilà. Donc, ça, c'est condamnable, carrément. Exactement. Donc, je pense qu'il faut garder et mettre en valeur aussi. Mettre en valeur ce prénom par rapport aux autres. Alors, les institutrices, les professeurs qui aiment appeler ou faire l'appel pour leurs élèves avec le nom de famille, pourquoi ne les appeler et ne pas faire l'appel avec les prénoms? Parce que les prénoms, déjà, c'est un rapprochement. C'est un rapprochement, effectivement. Ce sont des affinités qui se créent en groupe, effectivement. C'est quelque chose qui est très lié, ça donne un rapprochement et c'est un partage, voilà ce que je veux dire. Donc c'est un partage, c'est des gens qui vont être là dans votre vie, au lieu de dire Yassiflan, je l'appelle tout simplement par son prénom, parce qu'il est là et il va aimer son prénom. Après, ça, c'est une très grande particularité de Canal Algérie, Sihem. C'est tous les collègues qui s'appellent par les prénoms, oui. Même s'il y a une voie hiérarchique, c'est toujours le prénom qui revient. Mais je trouve que c'est mieux, parce que comme ça, on forme une famille. Et chacun est fier de son prénom. Maintenant, s'il y a 2 ou 3 CM dans une boîte... Alors, ça va être CM puissance 3, voilà, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Voilà. Un deuxième prénom, pour moi, je laisse la régie. Alors, peut-être la régie, un prénom de garçon, probablement, on ira vers un prénom de garçon. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour un prénom de garçon? Mezienne, alors là, on... Ah, d'accord. Alors, Mezienne est un prénom qu'on retrouve beaucoup, notamment en Algérie, mais en Kabylie. Alors, Mezienne, c'est... En Kabylie, plus Mezienne, non? Mezienne, c'est Mezienne. D'accord. Alors, c'est le cadet. C'est le cadet de la famille, d'accord? C'est le cadet. Donc, nous avons le mazozé, nous avons le mzienne, d'accord? Il y a l'aîné, mzienne, et le mazozé, d'accord? Mzienne, c'est le cadet, d'accord? C'est celui qui vient après. Moi, j'avais une autre... Et c'est vrai qu'on a ce radical de zin. Zin, voilà. Il y a cette radical de... Mais ça aussi, ce sens-là. Ça aussi, c'est le sens du beau. Le beau qui vient après. Ou la beauté de la chose qui est aussi là, n'est-ce pas? Donc, nous avons le bkr et nous avons mzienne ou amzienne, c'est-à-dire celui qui vient après. Alors, le mzienne, mazozé. Voilà, tout simplement. C'est le cadet. On n'aurait pas pensé. Mzienne, oui, mais c'est vrai qu'il y a ce radical qui est très, très ancien, qui nous vient de Phénicie, qui est harf zay, et qui signifie tout simplement beauté. D'accord? Tout ce qui est zin, parce qu'il y a le prénom zin aussi, dans l'algérois, qui a complètement disparu d'ailleurs. Nous avions Mohamed Zin, et il y avait tout simplement Zin. Zin comme Zina. Oui, voilà. Mais Zina, par contre, c'est un prénom qu'on retrouve... Rarement, mais on retrouve. D'accord, mais il est toujours là, d'accord. Mais seulement, Zin, je ne l'en trouve pas. Mais Ziane, par contre, il y a ce côté-là, beauté, agréable, ce radical de Zayn, n'est-ce pas, beau. Mais Mzienne et Amzienne, en fait, c'est le cadet. Et pourquoi l'alif dans Amzienne? C'est un adjectif. Donc, nous avons le amqran pour le garçon et Amzienne aussi pour le garçon. Le alif, c'est un adjectif, en fait. C'est féminin, masculin. Le féminin, c'est ça en berbère et le alif, c'est masculin. Enfin, c'est ça. Tout simplement ça. Alors là, on vous dit, vous leur avez fait des problèmes au niveau de la régie. Alash, c'est pas parce que c'est le prénom du preneur de sang, enfin de l'ingénieur du sang, il est tellement flatté qu'il n'arrive plus à travailler. Il prendra sa responsabilité. Amzienne, voilà, c'est ça. Donc vous voyez que c'est tout
un livre. On a l'impression de connaître le prénom, mais on ne le connaît pas bien. On ne le connaît pas On ne le véritablement. connaît pas. Vous voyez, il y a des prénoms qui Peut-être sont qu'il y a là. plusieurs significations aussi, selon les familles, selon aussi, Siham, selon probablement l'instant T, le jour de la naissance, par exemple, Ah oui, oui, oui. ou ce qui se passe à ce moment-là. Mais non, mais il y avait à une certaine époque, il n'y avait pas d'état civil, donc il fallait se souvenir de la date de naissance de ce nouveau-né. Donc on l'appelait selon la date qui était approximative, ou selon le mois de naissance. Parce que c'était le Mouloud. Le Mouloud, ça ne veut pas dire qu'il est né le 12e jour de Rabi' al-Awwal, c'est comme le Mouloud, mais c'est tout le long du mois de Mouloud, donc de Rabi' al-Awwal, c'était le Mouloud. Parce que je me rappelle de ma grand-mère, quand elle citait les noms, ou les noms des mois de l'Hégire, elle ne disait pas Muharram, Safar, Jumada. Donc elle disait le Mouloud, Cheikh le Mouloud, etc. Donc Rabi' al-Awwal, on ne l'appelait pas Rabi' al-Awwal, on l'appelait le Mouloud. Donc l'Inzad fait Rabi' al-Awwal, il allait s'appeler pas Rabi' al-Awwal, mais tout simplement le Mouloud. Celui qui est né et fait Muharram, on ne l'appelle pas Muharram, on va l'appeler Ashura ou Ashur. Parce que Ashura aussi, n'est-ce pas? Donc Ashur, c'est par rapport à Muharram. Maintenant, si c'est le 1, le 10, le 18 ou le 15, c'est toujours le mois de Ashura, donc Ashur. L'Eid par rapport à Shawwal ou par rapport à Dhul Hijjah, etc. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce sont des prénoms calendrier. Ce sont des prénoms qui nous parlent d'une certaine période de la naissance de chacun. Mais on ressent quand même toute cette poésie, tout ce génie aussi des mamans, des papas à l'époque, qui donnaient un prénom, mais qui pensaient toujours au sens et non pas seulement à la beauté voilà. Contrairement à ce qui se passe chez nous, malheureusement, actuellement, nous avons cette tendance sonore. Voilà, esthétique. Voilà, c'est tout. Donc, ah oui, ça sonne bien. Voilà. J'adore, même ça sonne bien. Donc mon fils, il va sonner bien toute sa vie. Non, mais attendez, il y a toute une vie derrière. Il y a toute une poésie, il y a toute une explication. J'ai l'impression que si on va de la sonorité en elle-même à l'explication, ce qui se cache derrière, il y a un monde, il y a un océan entre les deux. C'est bien tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça sonne bien, n'est-ce pas? Bon, c'est bien que la connotation, la sonorité soit bien là, il y a un agréable. Les deux. Après, exactement. Donc, si vous êtes là, le problème, c'est que cherchez-moi une fille qui a moins de 15 ans et qui porte le prénom de l'Arm, par exemple. Il n'y en a pas. Alors que l'Arm est un très beau prénom de chez nous qui a un sens d'élévation, de beauté, de majesté. L'Arm, c'est le faucon femelle. D'accord. Faucon femelle. C'est la femme aigle, la femme faucon. Donc imaginez un petit peu cette poésie et cette présence et ce charisme. Oui, écoutez, l'élévation, c'est une liberté, c'est quelque chose de très haut, de très beau. Donc j'aimerais bien que l'Arm revienne dans les registres de l'état civil. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir honte d'appeler sa fille l'Arm. C'est magnifique. Quand on vient à la signification... Écoutez, même la sonorité n'est pas mal, hein, l'Arm. Donc je pense que, il y a un travail à faire. Voilà. De sensibilisation, effectivement, par rapport au prénom, il y a une richesse. Et puis ça raconte des histoires, on peut rester comme ça, écrire plein de livres, c'est très très vaste. Et on va aussi tomber sur la façon dont nos aïeux pensaient. Comment ils réfléchissaient? C'était quoi leur société? Après, il y a toujours une histoire à raconter, Siham, parce que effectivement, aujourd'hui, pourquoi tu as appelé ta fille comme ça? Ça sonne bien. On s'arrête là. Mais si on va aujourd'hui chez nos grands-mères, pourquoi tu as appelé ton fils comme ça? C'est toute une histoire. Alors elle va vous dire, oui, j'attendais une nouvelle, donc je l'ai appelé le Bachir parce que je voulais qu'il Bachir ou Bouchra. Parce que j'ai eu ce genre de alors il y a un monsieur qui m'appelle d'El-Bourj un jour et il me dit, voilà, Madame Siam, j'ai eu une fille il y a quelques années et j'ai voulu joindre entre deux prénoms. Je l'ai appelée Rim et Mouna, donc ça a fait Rim Mouna, et je ne sais pas si ce prénom a une origine. Vous pouvez me dire l'origine de ce prénom? Réponds l'origine de ce prénom. Oui, un jour à Al-Bourj, il y a eu un homme qui m'a appelé, qui m'a dit que mais vous venez de créer un prénom. Voilà. Pas de sourciller.
C'était pour être sûr, là. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on pourra raconter dans quelques dizaines d'années. C'est une anecdote aussi. Voilà, c'est une anecdote. Et le salut à tous nos amis d'Elbourg qui nous regardent et qui nous regardent jour, vraiment. Du moment que nous sommes ensemble, je vous raconterai l'anecdote de mon prénom. D'accord. Il y a Nour al-Huda, mais il y a aussi Sir al-Huda. Et qui n'existe plus. Pourquoi? Posez-moi la question. Alors, pourquoi Sir al-Huda n'existe plus? Pourtant, c'est très joli, très poétique. Parce qu'il y a une certaine époque, on l'appelait Sarhuda. D'accord. Donc, quand vous dites Sarhuda, vous avez l'impression que c'est une... que c'est lourd, que c'est vieux, alors que Sarhuda, en fait, c'est pas Sarhuda, mais c'est Sir al-Huda. D'accord. Et regardez comment la sonorité change. Elle change complètement. Et ça donne complètement de choses pour le prénom, n'est-ce pas? Effectivement, on en parlera de toute façon. Inch'Allah. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Siham. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Merci à vous. La semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, avec d'autres prénoms. Alors, chers téléspectateurs, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur l'origine de vos prénoms, vous pouvez toujours nous écrire et on posera la question à notre ami Siham. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ça fait un plaisir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Siham. Allez, donc cette fois-ci, nous allons aller du côté donc, de Ouargla, là où notre amie Farhat Mouzawi a rencontré Madame El Khir Khalil, agricultrice passionnée de patrimoine. Il nous dresse son portrait et on se retrouve juste après. Madame Khalil El Khir, une femme qui a grandi dans les palmeraies, une passion qu'elle a héritée de son père. Avec une main verte, elle entretient sa palmeraie avec l'aide de quelques travailleurs. C'est mon père qui nous a initiés à l'agriculture parce qu'on a été élevé dans les palmeraies et lui il était très motivé par les palmiers et on allait au jardin comme si on allait en vacances. Et on mangeait là-bas, on s'amusait, les balançoires, les trucs. Il nous ramenait le soir quand il... Moi je me rappelle, il tirait mais l'eau, pas avec moteur, ni nourriture, ni rien. Numéro 1, le Ghars. Numéro 2, Degla. Numéro 3, Tanslit, Takarmost. Vous allez voir le type de date. Et à Goujil, qu'on appelle l'itim يبكي بالعسل تاعو يا ميزيد يا pour le vinaigre il y a tesgart, il y a pas mal de robes on fait avec du miel. Le miel il est surtout on le récolte par le biais de Ghars, pardon, et de l'itim. Parce qu'ils sont très mielleux et tout ça. Ils coulent tout seuls. Quand on conserve, ils coulent. Il faut leur réserver un endroit pour le récupérer. Après, on le traite un peu. Pas grand-chose transformé, hein, pour enlever les impuretés qu'on enlève en haut, quelque chose comme ça. L'utilisation des dérivés de date est ancrée dans les traditions ouargli. Sucre, vinaigre et miel, tout est fait à base de dattes. De la pollinisation des palmiers jusqu'à la récolte des dattes et le tri, tout passe par sa main pour avoir un produit final parfait. Un takarmost. Oui. Takarmost. Il est connu pour ses valeurs aussi bien takarmost que tanslis, pour ses valeurs nutritives. Et on la mange aussi mnaggar. Et puis, quand c'est bien cuit, c'est conservé aussi. Ça aussi, c'est conservé. C'est la même chose tanslit, presque les mêmes valeurs. On la prépare pour le sucre. Et là, bid l'ahmam, mnaggar. Ça se mange jusqu'à, vous voyez, ça va être jusqu'à janvier encore on peut cueillir. Hada, le temjohrt, elle est utilisée comme pour la date, elle est utilisée pour le vinaigre. Elle donne du vinaigre rouge et l'autre donne du vinaigre blanc. La méthode que j'utilise, eh bien ici le kemarab, il est utilisé 2 fois, il est cuit. En ce moment, on a préparé une partie, mais elle n'est pas encore finie du tout. 2 fois, une cuisson, deuxième cuisson, elle est filtrée. Après qu'elle soit toute filtrée, les noyaux enlevés et tout ça, elle est recuite. C'est là où on a le sirop. Et ça dépend de la qualité de la date. Oui, la méthode traditionnelle, elle est un peu fatigante, mais quand même,
Quand il faut que ça soit industriel, il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça. Ouargla connaît plus de 85 types de dattes, chacun son utilisation, parmi eux Degla, El Ghars, Boutrbala, Tamsrit, Letim, chacun son goût et sa valeur nutritive. Je suis maître de mes produits. Voilà. Mes produits, ils sont jamais, sauf le Ghars, je ne le lave pas. Et certaines dates, quand vous dites donnez-moi pour faire telle chose, je vous le donne, non, lavez-vous, le lavez-vous. S'il se lave, khlas, la date part. Comme enfin, c'est un peu en dehors de la date, les herbes et tout ça. Si je ne les trie pas, je marque pas la date où je les ai coupées pour avoir une date de péremption, je ne les vends pas. Il suffit qu'ils sachent que quand même c'est un magasin écologique, c'est un magasin où j'aurais pas de... parce que ça se mange. La date, il n'y a aucun risque. Mais comme le lait et le reste, il faut que je sois à cheval pour que ce soit... Hein, pour qu'il n'y ait pas d'intoxication dans la mesure du possible. Moi, j'ai ouvert parce que c'est des produits qui sont pas... Je ne vais pas les acheter pour les mettre au magasin. Les gens commencent à prendre conscience des bienfaits des produits naturels pour leur santé. Madame Khalil a décidé de faire un projet, un point de vente où on trouve épices, herbes, fromages et tout type de dattes bio. On lui souhaite plein de réussite. Effectivement, plein de réussite donc à Madame El Khalil que notre ami Farhat Mouzaoui a rencontré pour nous dans ce portrait. Et comme je vous le disais, ce matin, c'est Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation par excellence et chacune d'entre nous, chacun d'entre nous va participer à cette campagne de sensibilisation à sa manière et nous en parlons aujourd'hui avec des femmes qui ont choisi ou qui ont décidé donc d'accompagner ces femmes à leur manière. On en parle ce matin en compagnie de Madame Khadija Hamdoun. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, auteur, poétesse, voilà qui vous préparez un événement particulier pour donc encore une fois sensibiliser au cancer du sein. Et puis vous allez partager avec nous un magnifique poème que vous avez rédigé d'ailleurs pour toutes ces femmes-là, n'est-ce pas? Et aussi donc l'accompagnement se fait aussi psychologiquement, sur le plan psychologique aussi, et particulièrement en offrant des ateliers, en offrant des espaces d'expression, et nous en parlons ce matin en compagnie d'une grande amie aussi de l'émission Bonjour d'Algérie, Madame Nabila Kharji. Bonjour, marhaba bik. Allah yselmek, merci pour l'invitation. Allah yselmek, vous êtes la présidente de l'association Fan Wal Asala. Oui, voilà. Et un très très bel événement est en train de se tenir en ce moment. Jusqu'au 15. Jusqu'au 15, Inch'Allah. Et vous êtes accompagnée aussi d'une autre dame qui fait des merveilles, n'est-ce pas, Madame Radia Serraï, pardon. Oui. Bonjour, marhaba Bonjour, bik. merci pour l'invitation et merci beaucoup pour l'accueil. Marhaba bik, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, particulièrement pour parler de cette cause noble, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Madame Kharji, c'est un événement qui va durer jusqu'au 15. Parlez-nous un petit peu de cet événement. Il a débuté le 30 septembre. Il va jusqu'au 15 octobre, Inch'Allah. C'est une exposition artisanale où il y a beaucoup de femmes. Et bien sûr, c'est une occasion pour, d'autant plus que c'est le mois d'octobre, c'est le mois rose. Alors, on fait des journées de sensibilisation. On parle un petit peu, même entre nous, on parle un petit peu de ce... C'est un vrai problème. Alors que tout le monde, il essaie de participer. Surtout, Madame Kharji, il faut dire que nul n'est à l'abri. Oui, nul n'est à l'abri. On est tous prédisposés à près de loin, on a des membres de la famille, on a des amis qui sont atteints ou là. Exactement. Alors, on ne peut pas ne pas être insensible, on ne peut pas ne pas participer. D'une manière ou d'une autre, il faut participer, il faut en parler. Surtout, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que voilà, sensibiliser encore. Dans certaines régions, même à Alger, c'est un sujet tabou. Alors que non. C'est une maladie, il y a, alhamdoulilah, on peut la prévenir avant de guérir, on peut prévenir, on peut le soigner, surtout si au début, on peut facilement guérir. Alors pourquoi ne pas le faire? Pourquoi toujours dire que non, il ne faut pas parler, il ne faut pas ceci, c'est trop tard et la fin c'est la mort. Là, on évite la fin. Surtout qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, au niveau de la science, donc il y a quand même beaucoup d'avancées, effectivement. Et justement, Madame Serraï, vous participez à cette exposition, voilà, à votre manière, parce que vous avez pensé autrement, encore une fois, pour accompagner ces femmes. Parlez-nous un petit peu de votre initiative. Voilà, c'est-à-dire que moi, déjà de mon ancien boulot,
boulot, de mon ancien travail, c'est-à-dire j'étais une ancienne sage-femme. Voilà. C'est-à-dire qu'on a côtoyé pas mal de cas, on a côtoyé pas mal, même comme disait Madame Kharji, dans le petit entourage comme dans carrément à l'endroit de notre travail. C'est-à-dire qu'on a vu le cheminement déjà avant l'atteinte, pendant l'atteinte et après l'atteinte. C'est-à-dire que on a suivi d'une certaine manière certains cas, on les a suivis. De près ou de loin, on les a suivis. C'est-à-dire que pour moi, comme disait Nabila, prévenir vaut mieux que... Il est préférable de prévenir que guérir. Déjà, il faut expliquer la chose aux femmes, que ce soit... Doka, il a touché tout le monde. Hein. On ne parle plus de tranche d'âge, parce que maintenant, il est préférable... D'ailleurs, la première des choses qu'il faut faire, c'est l'autopalpation. C'est l'autopalpation. La jeune fille, jeune femme, une dame, il est préférable déjà, avant d'aller consulter, ou même d'attendre le mois rose, le mois d'octobre, déjà essayer s'il y a une douleur. D'ailleurs, maintenant, il y a eu un avancement dans les diagnostics, c'est que quand une douleur est irradiée vers la tête, via l'épaule jusqu'au cou, très souvent on a tendance à dire une cervico-arthrose. Non, il faut aller consulter. Parce que des fois, il y a un adénome au niveau du sein qui va irradier une certaine douleur. C'est-à-dire que c'est comment on appelle ça, un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on pense à quelque chose alors que c'est autre chose. Alors il ne faut pas passer devant quelque chose pareil. Alors il est préférable de consulter au lieu de laisser la chose évoluer. Ne pas banaliser finalement la situation ou la douleur. Se dire que c'est une cervico-arthrose, ou là c'est une migraine, ou là qui est irradiée, ou là un problème d'épaule, une tendinite, ou là, alors que peut-être ça bourgeonne à l'intérieur. Alors pourquoi? Une petite consultation, une petite palpation de rien du tout, et on passe devant au moins le diagnostic est posé. Voilà, effectivement. C'est très important. C'est très important, effectivement. Et c'est ce que vous essayez d'ailleurs on essaie de joindre le côté technique, le côté artistique, et puis dans des regroupements comme ça, on a quand même un apport de personnes qui viennent quand même. Et puis, voyons qu'on est en train on est pendant le mois d'octobre, c'est-à-dire, c'est vrai que ce n'y a pas que le mois d'octobre. Moi, c'est vrai que c'est toute l'année, on le dit à chaque fois. Ça a été symbolisé, ça a été, ils ont donné le mois en tant que symbole. C'est plus symbolique. Mais de janvier à décembre, on est tous concernés. En fait, on dit toujours que le mois rose, le mois d'octobre, c'est une halte pour faire un bilan annuel de ce qui s'est fait. C'est comme si on disait donner une claque à quelqu'un, c'est-à-dire rappeler, exactement. C'est un rappel. C'est un rappel. Et heureusement, même les laboratoires, ils sont en partenariat avec... Il y a des réductions jusqu'à 50%. Effectivement. Il faut profiter. Il faut profiter. Ils sont, c'est-à-dire, ils poussent les partenaires en ce moment, oui. Effectivement. Alors, Madame Hamdoun, aussi, de votre côté, vous allez participer à votre manière, encore une fois, à sensibiliser à la question du cancer du sein. Et là, vous préparez un événement en question? Oui, je prépare un événement avec des spécialistes dans le domaine. C'est un problème qui me tient à cœur, vraiment, qui me tient à cœur, parce que c'est un fléau qui est en train de faire des ravages. Il y a 1400 nouveaux cas chaque année. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et il y a des questions que je dois poser à ces spécialistes parce que je ne comprends pas pourquoi il y a autant déjà, il faudrait qu'on m'explique, pourquoi il y a autant de nouveaux cas. Et en plus, en Algérie, ce que j'ai constaté avec des recherches, en Algérie, la tête de ce cancer se fait très tôt. Par contre, en Occident, non. C'est à partir de 40 ans. Mais en Algérie, à partir de 20 ans, on commence à voir, commence à avoir des cas. Il y a des jeunes femmes qui sont très jeunes et elles sont atteintes de ce cancer. Et je ne comprends pas pourquoi ça aussi, pourquoi en Algérie c'est comme ça. Bon, il doit y avoir des raisons. Il y a un facteur héréditaire, madame. Oui, je sais, même en Occident. Même en Occident. Il y a des facteurs. Seulement en Occident, c'est pas 40 ans, mais à 60 ans. À 60 ans, le risque est plus grand. Oui. Même en Algérie. C'est avec la ménopause que le risque devient plus grand encore. Exactement. Donc, ils sont en train de revenir sur les choses. Ils sont en train de revenir parce qu'il y a eu des statistiques qui ont été faites. Voilà, oui, mais étant donné qu'il y a ça bourgeonne, c'est-à-dire d'un coup ça apparaît. Alors ils sont en train de diminuer la tranche d'âge de façon à ce que dépister
Voilà, le dépistage précoce. Voilà, exactement. C'est ce que je veux faire dans cet après-midi. Alors, c'est un après-midi que vous comptez organiser quand? Le 19 octobre. Ça va se passer où? Ça va se passer à Cheraga, au Paris sportif de Cheraga, dans une salle du Paris sportif de Cheraga. Et c'est ça. Donc, on voudrait attirer l'attention de toutes les femmes algériennes qu'il faut leur faire, il faut qu'elles comprennent que le dépistage précoce est très important, très très important. Donc, il faut qu'elles fassent. Oui, comme elle disait tout à l'heure, Nabila, c'est vrai, les femmes, elles ont honte de dire qu'on est malade. Elles ont peur de leur mari. D'ailleurs, vous allez me permettre de passer un message aux maris, aux hommes en général, et aux maris en particulier. Parce qu'il y a eu des cas concrets. Dès que le mari a su que sa femme est malade, exactement, je leur demande de soutenir leur femme. En ce moment, elle est malade. Et c'est une maladie qui n'est pas facile du tout, ni psychologiquement, ni physiquement. C'est une maladie quand même qui est assez grave. Et si elle n'a pas le soutien de son mari, comment elle va s'en sortir? Le moral compte pour la moitié de la guérison. Bien sûr, oui. Donc il faudrait que 50% de la guérison, de la guérison. Donc il faudrait que les maris prennent ça en considération, les enfants aussi. Et après, il y a l'environnement. Donc, il y a la mère. Déjà, l'entourage éminent, effectivement. Ensuite, voilà. Alors, Madame Hamdoun, justement, on vous a déjà reçu, nous avons présenté votre recueil de poésie, L'autre face. Et dans ce recueil, donc, il y a une place, finalement, pour toutes ces femmes qui ont souffert de cette maladie. Et un message aussi important que vous comptez leur adresser à travers l'un des poèmes que vous avez écrit, que vous allez partager avec nous aujourd'hui. Bien sûr, je vais partager avec vous. Oui. Alors c'est maladie quand tu nous tiens. Pourquoi? Question sans réponse suspendue. Tu es là à me torturer. Tu es en moi, bravant le défendu, me martyrisant, régnant maître absolu. Je veux parfois t'apprivoiser. J'essaie de te connaître farfelu. Te découvrir entièrement n'est pas dans ta nature, encore moins de te mettre à nu. Je vais presque à t'aimer, te trouver des excuses ambiguës. Hélas, tu n'as pour moi aucune compassion. Entre tes mains, je suis perdue. Tu m'amènes, me fais mal, m'entraînes dans la rue. Je suis épuisée, vidée, me sentant du bien-être exclu. Tu t'es imposé dans ma vie paisible d'une façon ardue. Sans me consulter, tu t'es installé, n'évitant même pas le malentendu. À ton idée perverse et ton désir de me détruire bien résolu. Malgré tout cela, nous avons appris à marcher côte à côte, abattus, traversant les cours des hôpitaux aux murs ternes pointus. Tu n'as même pas accordé le temps de réflexion. Tu m'as prise au dépourvu, installée à ton aise, ignorant ma souffrance accrue. Incurable, jouissant de ta puissance, de ta force prévalue, m'affaiblissant, absorbant toute mon énergie têtue. Non, non et non, je ne baisserai jamais les bras. Tu seras déçu. De ton arrogance et de ta fierté, je t'écorcherai. C'est toi qui l'as voulu. Maladie, résigne-toi. Baisse la tête, honteuse. Je t'ai battue. Magnifique. Magnifique, vraiment un message de solidarité et surtout de courage. Hein. De courage. De courage, voilà, c'est un message de courage. Parce qu'il faut se dire aussi que nul n'est à l'abri, que ça peut nous toucher, nous aussi. Voilà, donc effectivement. C'est-à-dire que nous, on est en train, d'accord, de sensibiliser, de parler à droite et à gauche, de dire ceci, cela, mais on ne sait pas que ce que demain va nous réserver. Ça peut nous toucher, ça peut toucher un parent, ça peut tout à fait. Effectivement. Alors, je reviens à vous, Madame Fralji. Donc, c'est un événement qui va durer jusqu'au 15. Parlez-nous un petit peu du déroulement de cet événement. On a essayé cette fois-ci de ramener un peu, puisque
On a essayé, c'est un endroit stratégique. Ah oui, on ne peut pas rater. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter. C'est ainsi, oui. Exactement. Alors on a essayé un peu de ramener partout, toutes les régions d'Algérie. Il y a des Gherdaya. Ah, c'est une participation nationale. Ah oui, d'accord. Participation nationale. Il y a de Gherdaya, il y a de Toukourt, il y a de Annaba, il y a de Tizi Ouzou. On a essayé vraiment d'élargir un peu cette exposition, de ne pas se focaliser sur le centre Alger. En plus, il y a de tout. Il y a la céramque, la broderie. Plusieurs polydisciplinaires, une exposition. En plus, au-delà les buts cette fois-ci l'exposition, c'est de faire des journées de sensibilisation pour le cancer du sein. Alors, des journées de sensibilisation, ça se passe comment? Donc, c'est vous qui prenez en charge ces femmes, il y a les spécialistes qui viennent en parler, ou c'est vous-même qui prenez Ah, ça se passe comment? Oui, parce que vous avez de longues années en compagnie des patientes. C'est-à-dire que c'est une journée qui va regrouper on essaye de regrouper des spécialistes même les laboratoires. Les laboratoires, Inch'Allah, ils nous ont donné l'aval, mais à savoir d'ici la saison du boulot. Toujours est-il, des spécialistes, comme disait Madame, que comme quoi chacun dans son domaine, c'est-à-dire parce que vous savez, vu qu'on est dans un créneau où s'il n'y a pas de médicaments, la personne va se dire que ça y est, je ne vais pas guérir. S'il n'y a pas de spécialistes dans la truc, les rendez-vous, les ceci, c'est-à-dire voilà, c'est très important, le psychologue, la prise en charge psychologique est très importante. Moi personnellement, j'ai une tata qui est décédée l'année dernière d'un néo du sein, et une tata qui est sous chimio et radiothérapie. Tout le monde. C'est-à-dire, ça va. Ma deuxième tata, quand moi j'étais la première à lui expliquer, parce que je demandais qu'elle fasse une mammo, le jour où elle est venue, 7-8 mois après, parce que j'avais expliqué les signes, c'est-à-dire précurseurs, il s'est installé. Il y avait des signes évocateurs, mais ça y est, quand le signe Hadak il apparaît, on appelle ça la rétraction du mamelon, elle vient, elle me dit Radia, j'ai ceci. Ça y est, j'ai tenu ma tête, j'ai dit, je t'avais demandé, au mon premier moment, je fais Jazzar wa chatou lift. Oui. Alors, le paraît-il. Voilà, toujours est-il que c'est arrivé. Je l'ai pris sur le moment, j'ai été faire. Le diagnostic est posé. Il me fait, Madame, c'est un néo. Il fallait que je lui explique la chose. Alors, il fallait que vous admettiez vous-même déjà la question. Parce que moi, j'essayais de l'orienter vers qu'elle fasse. Oui, je vais le faire. Et on se retrouve devant le diagnostic posé. Ça y est. Là, il fallait courir pour faire la biopsie, faire la cyto. Mais c'est bien de partager ce genre d'expérience. C'est ce genre d'expérience qui sensibilise justement les femmes qui nous regardent. Parce qu'on rencontre, mesdames, si vous êtes d'accord, on rencontre beaucoup des femmes. Vous leur dites, est-ce que tu as déjà fait une mammo? Elle a 45 ans, à 50 ans. Elle vous dit, non, moi j'y vais pas, j'ai peur. Mais on accentue finalement la... Je pense que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. Il faut le faire. Il faut le faire, oui. Normalement, ça devient obligatoire. Voilà. Tous les 2 ans, systématique, pour moi. Et justement, le partage de ce genre d'expérience sensibilise. Mais moi, je suis pour que les gens déjà que la famille soit sensible à la chose. Que comme disaient Nabila et Madame, que ce n'est pas une histoire taboue. Il faut expliquer à nos filles, il faut expliquer à nos tatas, c'est-à-dire à tout le monde, que comme quoi on a certains signes évocateurs ou une orientation de diagnostic et tout. C'est-à-dire que quand on banalise déjà la chose, ça ne devient pas quelque chose de... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à aller consulter, même si ce n'est pas encore de la consultation, l'autopalpation. L'autopalpation est très importante quand on prend notre douche. Déjà, quand on prend notre douche, et on a l'octobre rose. Ya Rabbi, Inch'Allah, et puis on commence déjà. Malèche, il faut, parce que très souvent, c'est un adénome au niveau du sein, et il y a aussi sous-axillaire. C'est-à-dire que, déjà, avec la gêne, des fois, trop le mkhaddam, je suis le mkhaddam. Et quand vous avez changé d'oreiller, ce n'est plus le mkhaddam, ce n'est plus l'oreiller.
Il faut savoir pourquoi cette douleur est persistante. Et justement, Madame Serrail, là, vous pointez du doigt un sujet très très important. Je ne sais pas, mesdames, si vous serez d'accord, que nous avons reçu il y a quelques jours de cela, une médecin, et nous avons évoqué, par rapport à l'autopalpation, beaucoup de femmes ne savent toujours pas s'autopalper. Et pourquoi ne pas faire des campagnes de sensibilisation? C'est des journées comme celle-là. Voilà. Alors, justement, faire des campagnes de sensibilisation, ou pourquoi pas aller dans des écoles, parce que ça devrait commencer très jeune. Très jeune, n'est-ce pas? Donc les filles, les prendre à 12-13 ans, donc au moment de la puberté. Déjà dans les collèges. Dans les collèges. Voilà. Donc voilà, 12-13 ans. Moi, pour moi, l'autopalpation, d'accord. Il y a des moments où c'est des enfants qui m'arrêtent dans des collèges et des lycées. Ils ont des mamans qui sont illettrées. Elles ne savent pas comment s'y prendre. Moi, si j'explique à sa fille, exactement. Maman شوفي كيفاش يديروا ماما شوفي كيفاش يديروا c'est-à-dire qu'elle va l'initier à faire la chose automatiquement quand elle prend son bain ou là elle va se dire بنتي قالت لي هذاك الشيء c'est-à-dire qu'elle va le faire c'est-à-dire que même la personne qui n'est pas au courant par le biais d'un vecteur de sa fille on peut quand même l'orienter vers une consultation. C'est déjà un atout. Voilà. C'est déjà un atout. On aura déjà gagné quelques temps. Oui, allez-y, Madame Kharji. Il y a une personne, vraiment, je voudrais bien la remercier, c'est Myriam Patchwork. Oui, Myriam Patchwork, oui. Et ben, elle va être avec nous, Inch'Allah. D'ailleurs, elle est en train de finaliser les coussins. Il faut en parler. Parce que le post-opératoire, après nous l'avons déjà reçu par rapport au coussin. Alors, on va revenir justement pour parler au coussin. Parce qu'il n'y a pas plus invalide que parce que quand on fait une intervention, une ablation du sein, on ne fait pas que l'ablation du sein. On va jusqu'à la partie axillaire où on doit curer. C'est-à-dire qu'on doit enlever tous les ganglions là, parce que automatiquement il y a une infiltration. Et cette infiltration, elle va jusqu'au bras. Très souvent, ils sont après l'intervention, on draine l'eau, les sérosités qui après, en post-op. Mais il y a Myriam Patchwork, quand elle met la position, il faut la garder au moins un peu parce que ça handicape énormément. Ça handicape énormément. Alors elle participe. Mais ça passe. Très bien. Alors justement, on va encore en parler. Justement, Madame Hamdoun, c'est le 19. Le 19, Inch'Allah. Alors, le 19, il y aura des femmes qui vont participer à votre événement. Voilà, des témoignages de personnes qui ont guéri. J'ai une amie, ça fait 25 ans qu'elle a eu ce problème. Elle est très bien, elle est normale dans sa vie, comme quelqu'un qui n'a jamais eu de... Et j'ai une cousine, ça fait 7 ans. Là, elle aussi, elle travaille normalement, elle va à son travail, elle n'est pas véhiculée, elle prend le bus comme tout le monde, une vie normale. Ça s'est passé de la même manière que ma tante était médecin, l'année dernière. C'est-à-dire qu'elle consultait, alors elle avait des femmes qui venaient pour des consultations et tout, et qui étaient touchées par le truc. Et elle se savait partir. Elle se savait partir, parce que ça a métastasé partout. Et c'est pas une personne qui s'est laissée aller et tout. C'est-à-dire qu'elle était très à cheval. La dernière scintille, moi c'était moi qui l'ai emmenée, quand on a fait sortir le compte rendu, elle m'a fait comme ça, elle regarde la scintille, puis elle me fait osseuse, elle me fait métastase au niveau du fémur. Et c'est ce que c'est. Et je vous assure que j'ai la chair de poule, parce que ça... Quand il est en train de rédiger son extrait de décès, c'était le sentiment. D'ailleurs, elle n'a pas tardé. 10 jours après, elle est partie. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire qu'il faut ne pas arriver à ce moment-là, parce que même les parents, même l'entourage, il est touché. Elle a laissé 3 filles, il est touché. C'est par des journées de sensibilité. Si on essaie de sauver une seule, c'est déjà pas mal. Mais on peut en sauver. On a gagné. Mais on peut en sauver beaucoup grâce à la sensibilisation. D'autant plus que je voudrais dire. C'est que cette femme qui refuse de faire la mammographie, donc, et elle a peur de faire la mammographie, il faut lui dire que si la maladie elle est là, elle est là. C'est pas en ayant peur qu'on va l'enlever. Donc au contraire, il faut aller. Si on n'a rien, alhamdoulilah, on n'a rien. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça, c'est cette peur-là qu'il faut... Je vais dire dissiper. Déjà mettre à l'aise la femme par rapport à la préparer. Mais ce n'est pas une fatalité d'être malade. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, il faut en parler. On est malade. Donc, c'est ça. Bon, nous, on est des musulmans. On dit que c'est Dieu qui nous donne la maladie. Donc, il faut l'accepter. Exactement. Je vais citer mon exemple. Moi, je suis malade, j'ai une sclérose en plaques.
la sclérose en plaques, c'est une maladie méchante et handicapante, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Je vais à la maison, je me mets dans un coin et je commence à pleurer sur mon sort. Pas du tout. Non. Bien au contraire, vous êtes là aujourd'hui, vous participez à la sensibilisation. Voilà, une participation accrue. Participation. Même les personnes qui sont touchées comme vous, c'est-à-dire que, regardez, elle est là en train de lire ses poèmes, de travailler, de faire des sensibilisations. C'est un exemple. Ils ne vont pas se recroqueviller sur eux-mêmes. J'ai une paralysie faciale, j'en ai eu plusieurs, je me suis jamais, j'ai mis un foulard pour la cacher. Au contraire, au contraire, ça ne me dérange pas du tout. Même les médecins. On vous dit bravo pour votre courage. Et puis ça reste, vous restez quand même un exemple pour pas mal de personnes qui nous... Je l'ai dit parce que si ça peut aider des malades, ça serait très bien. Effectivement. Alors mesdames, vous nous avez égayé le plateau par beaucoup d'objets, beaucoup de couleurs, beaucoup de savoir-faire, n'est-ce pas? Alors vous nous en parlez probablement. C'est le travail de Radia. C'est un qui revient en force, n'est-ce pas? Nos coutumes, il faut les préserver et les perpétrer. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a commencé un petit peu à disparaître, mais très vite, on est revenu, alhamdoulilah. Maintenant, quand même, on essaye quand même de garder, même si c'est un minimum, il faut le garder soigneusement. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une différence entre, ça fait quelques années, même les jeunes de maintenant. Un retour. Ils adorent s'habiller en habits traditionnels, ils adorent les traditions, que ce soit culinaire ou là. Après tout ça, c'est grâce un peu aux artisans parce qu'ils ont su moderniser. Et aux associations. Voilà, aux associations. Les artisans d'une manière générale, effectivement. Très important. Pour la préservation du patrimoine. Effectivement, la société civile fait un travail. C'est-à-dire que même si on donne une touche de il faut le faire. Parce que les jeunes de maintenant, ils ne vont pas accepter ce que nous, nos aïeux mettaient. D'accord. Mais quand même, garder notre identité tout en donnant une petite touche. Voilà, une petite touche. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez probablement nous parler de vos travaux. Moi, je touche au trousseau de bébé, aux mariés, au décor. C'est-à-dire que l'âge de maison aussi. Oui, l'âge de maison aussi. C'est-à-dire que même pendant les anniversaires, ça a été l'anniversaire de ma petite fille. Elle adore Blanche-Neige. Et son prénom. En plus, c'est mon personnage préféré. Alors, c'est-à-dire que il faut écouter. Moi, je leur dis, il faut écouter. Écouter pour pouvoir bien faire la chose. Quand une cliente ou un client vient vous voir, il vous dit, moi, j'ai tel ou tel thème ou telle ou telle cérémonie, je dois faire ceci, cela. C'est-à-dire vous vous orientez par rapport à son choix, vous vous orientez à ce qu'il aime. Après, une fois vous lui montrez ce que vous pensez lui réaliser comme ouvrage, il valide ou il valide pas, il valide là sa touche. Là, on a regroupé, ça c'est des torchons vous permettez pour les repas, pouvoir les personnalisés aussi, avec des lettres. Ça c'est pour le café. Ça c'est pour le café. Ça revient en mode. Ça, on l'apprenait à l'école. Oui, on apprenait ça. C'était le cours d'animation. On appelait ça le cours d'animation. Exactement. Et chacune ce qu'elle aimait faire. Il y a certains qui aimaient musique. Moi, personnellement, j'ai toujours choisi couture. Couture. C'est-à-dire que couture, broderie et tout. Et puis les familles qui aiment l'algérienne, Tniber, crochet, les éouïques, la veille des vacances. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est-à-dire que après les accessoires, c'est pas parce que quand ils aiment le cuivre, c'est certains qui adorent le cuivre. On met les éléments en cuivre. Les cuivres pour les accessoires, les chandeliers, le tassat al-henna. Exactement, on met tout en cuivre. Sinon, ça va être du verre. On met tout en verre. C'est-à-dire selon le choix de la personne. Les coussins, Anna, pour moi, je suis un peu recyclage aussi. Je n'aime pas quand ça mangeait. Ça, c'est pour que la mariée mette sa main sur le. Mais après, ça va devenir un jeté de lit. Bien sûr. Pour ne pas le perdre. Le chemin de table. Le chemin de table. C'est-à-dire que là, c'est pour protéger sa toilette. Peut-être ils déroulent le koftan, peut-être ils vont le hanni ou le hab. On ne sait pas. Ça devient plus tard un chemin de table. Ça devient un chemin de table. Un chemin de table par la suite. On ne perd pas l'ouvrage, on le garde quand même. Et les corbeilles, ça se prête. Ça passe d'un garçon à un autre, de fiançailles. C'est-à-dire qu'on essaye de garder le plus possible
la touche, les articles, et puis c'est très très joli en tout cas, vraiment. Les ateliers en vue probablement pour encore une fois initier les jeunes filles aujourd'hui. Là, on essaye. Oui. Vraiment, ça nous tient à cœur. Les ateliers et les formations. Mais malheureusement, pour le moment, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de. Un endroit, voilà, un endroit. Ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. On rappelle rapidement votre événement, Madame Hamdoun. Alors, c'est le 19 octobre à la salle de Paris Sportif, à Chiraga. Inch'Allah. Ce sera à partir de quelle heure? 13h. 13h. Je demanderai à tout le monde de venir vraiment à 13h pour pouvoir commencer, parce qu'il va y avoir des intervenants et que pour tout le monde... Et profiter au maximum surtout de la présence des spécialistes. Justement, pour poser le maximum de questions. Et poser des questions, oui. Inch'Allah. Belle réussite pour votre événement, Madame Hamdoun. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Allez-y. Bonjour à mes petites filles. Donc, Allah yisselmek, Maya, Sophia et Camilla, et les garçons Méni et Jessim, les enfants et tout le monde. Merci beaucoup, mesdames, Madame Khadji, Madame Serraï, merci beaucoup. On vous retrouve donc au niveau de la médiathèque Mustafa Kateb jusqu'au 15. Probablement à partir du 20 octobre, on sera à El Bia pour les journées de sensibilisation aussi.